Je voudrais maintenant appeler le second panéliste sur le panel Data Center, notamment Monsieur Samuel Triolet, qui va nous parler du thème qu'évoquait tout à l'heure Monsieur De Gonzague, notamment la souveraineté. Donc son thème c'est Data Center, souveraineté renforcée et emploi créé. Bonjour. Je vais vous parler sans support, il va falloir me regarder. Et il y aura une présentation de SEM après, donc vous aurez l'occasion de voir ce qu'on sait faire. Je vais vous parler de souveraineté. Alors, vous noterez que c'est un Français qui vient vous parler de souveraineté, c'est un petit peu bizarre. Mais quand on pense souveraineté, on pense sécurité nationale, etc. C'est vrai, c'est un point important, mais il n'y a pas que ça. On pense malheureusement lutte antiterrorisme, etc. C'est vrai, mais il n'y a pas que ça, et heureusement. Il est important que chaque territoire, que ce soit une nation, voire même une région, une sous-région, ce que les Africains appellent une sous-région, c'est-à-dire un groupe de, vous savez mieux que moi, ou un continent ait son autonomie. Aujourd'hui, on l'a vu un petit peu avec les chiffres qui ont été évoqués tout à l'heure, on peut le dire, l'Afrique n'a pas du tout son autonomie numérique, et en particulier à cause du manque de data centers. On va le voir, en Afrique aujourd'hui, on a du débit, commence à avoir du débit, on a des fibres, mais il manque une brique cruciale, qui est la brique data center. L'indépendance numérique, l'autonomie numérique, la souveraineté numérique, il y a un petit problème, c'est que ça ne se voit pas. Une radio, on voit l'émetteur, la télé, on voit l'émetteur, l'aéroport, on voit la piste, ça se voit, on arrive à matérialiser. L'autonomie, l'indépendance ou la souveraineté numérique, oups, elle est où? On la sent pas très bien. Et on la sent d'autant moins bien quand il n'y a pas de data center. Parce qu'au moins un data center, c'est un avantage, c'est que ça se voit. Au niveau des usages, j'ai eu l'occasion de travailler assez longtemps en Afrique pour me rendre compte que nombre de ministres, voire de premiers ministres, communiquent leur adresse mail en Gmail, en Hotmail, en Yahoo. Ces mêmes personnes pourraient ensuite venir nous expliquer qu'il faut de l'autonomie, qu'il faut de l'indépendance, qu'il faut de la souveraineté numérique, alors qu'ils communiquent un mail Gmail. Oups, il y a un petit gap là, il y a un petit problème. On ne sait pas très bien qu'est-ce qu'il faut croire. Est-ce que je suis le Premier ministre et je donne mon adresse Gmail? Oups, ça me paraît un petit peu bizarre. Et ça, c'est côté usage. Côté usage, on voit les débits, etc. Mais l'usage, c'est bien. Mais l'usage, c'est de la dépense, c'est de la fuite de devises. Je paye un service aux États-Unis, je paye un service en France. J'ai l'habitude, et je vais le refaire aujourd'hui, pour vous réveiller un petit peu et vous faire vibrer votre fibre patriotique, de remercier mes amis africains, de les remercier très vivement, d'héberger 90% de leurs serveurs web en Europe. Vous m'aidez à payer mes impôts. Merci. Mais ce n'est pas le but du jeu. L'Internet n'est pas fait pour ça. L'Internet est fait pour vous permettre de créer de l'emploi et de la valeur chez vous, et non pas chez moi. Alors, souvent, les hommes politiques raisonnent accès, c'est-à-dire qu'ils raisonnent je vais mettre de la fibre optique de partout. Mais paradoxalement, plus on met de la fibre optique sans s'occuper de l'autre côté, c'est-à-dire la partie fourniture de services, plus on met de la fibre optique, plus on a une fuite de devises, puisqu'il devient d'autant plus facile d'aller consommer du cloud à l'étranger. Et Amazon et Google vous disent merci tous les jours, puisque vous leur donnez de l'argent, vous êtes obligés de leur donner de l'argent tous les jours, car sur le territoire, malheureusement, il n'y a pas assez d'offres de services, et les offres de services reposent sur des data centers. Alors je vais faire juste un petit aparté sur les data centers. On parle de data centers. On a des data centers privés, monoclients, ok. Ceux-là, en général, on les appelle les sales machines. On a des data centers commerciaux, hein, et en général, c'est l'acceptation qu'on fait, ou l'acception qu'on fait du terme data center. Un data center, dans le vocable maintenant qu'on a souvent, c'est un data center, entre parenthèses, commercial. Et puis, il y a une catégorie de data centers qui existe malheureusement pas encore beaucoup en Afrique,
C'est ce qu'on appelle les data centers carrière neutrale, c'est-à-dire que c'est des data centers commerciaux mais qui ne dépendent pas d'un opérateur. Aujourd'hui, et en particulier en Afrique de l'Ouest, c'est plus le cas en Afrique du Sud et c'est plus le cas en Afrique de l'Est, les opérateurs de data centers sont très souvent des opérateurs historiques de téléphonie, de télécom. Or, on se rend bien compte, parce que ce n'est pas du tout le même métier, pas du tout, que ces gens-là peuvent faire du data center très bien, mais ce n'est pas eux qui vont vraiment développer le marché, etc. On se rend compte en France, typiquement, qu'une société comme OVH, pour n'en citer qu'une, ou qu'une société comme Equinix, mais qui n'est pas vraiment française, ou qu'une société comme Interxion, qui sont des géants du data center, qui ont des dizaines de milliers de mètres carrés, ne sont pas du tout des entreprises qui viennent des télécoms. Ce sont des acteurs qui font que de l'hébergement, que du data center. Et c'est cette brique-là qui, en Afrique aujourd'hui, et en particulier chez vous, est pas défaillante, mais elle est manquante, elle n'a pas encore émergé. Et il faut qu'elle émerge. Il faut qu'elle émerge parce que s'il n'y a pas ça, il n'y aura pas les sociétés de services, il n'y aura pas l'écosystème. On parle souvent, on se dit un data center, c'est vrai, quand vous visitez un data center, c'est désert, et tant mieux. Parce qu'un data center où il y a beaucoup de choses qui se passent avec des êtres humains dedans, c'est pas très bien, c'est qu'il y a des problèmes. Donc il vaut mieux qu'un data center soit désert. Mais en fait, autour d'un data center, il y a tout un écosystème. Pour pousser l'exemple le plus loin, nettoyer un data center, c'est pas la femme de ménage lambda qui le fait. C'est un métier de nettoyer un data center. Nettoyer des serveurs, c'est un métier à part. Brancher des câbles, etc., c'est un métier. Il y a de la valeur qui se crée. Si vous vous mettez à l'entrée d'un data center en Europe, je vous garantis que tous les jours, vous verrez 100, 200, 300 personnes qui rentrent et qui sortent. Et ils ne viennent pas pour rigoler, ils ne viennent pas pour se faire plaisir. Rentrer dans un data center, au bout d'une heure, vous avez la tête qui explose, tellement c'est bruyant, tellement il fait froid, etc. Donc c'est des gens qui viennent pour travailler. Le DC aujourd'hui, le data center, pardon, le DC local n'est pas censé lui-même produire du service. Le DC local, on va le voir un petit peu plus tard avec la présentation qui sera faite, le data center local, il est là pour faire sécurité, électricité, climatisation et éventuellement un peu de réseau. Mais vous voyez que déjà, c'est même pas lui qui fournit l'accès Internet. Un data center, c'est un bâtiment qui fait sécurité, ne rentre pas qui veut, électricité, c'est un paquebot, vous allumez le moteur, vous ne l'éteindrez plus jamais, climatisation, il est hors de question que ça monte à 90 degrés. Et déjà, quand vous faites ce métier-là, c'est beaucoup. C'est pour ça que la data center, c'est la brique de base, et par-dessus le data center vont se créer des sociétés. S'il n'y a pas le data center, si le data center il est chez AWS, Amazon Web Services, aux États-Unis, vous êtes dans un modèle fuite de devises. Arrêtez tout. Votre pays perd de l'argent. Il faut garder la valeur localement. Ce n'est pas une petite valeur, c'est une très grosse valeur. Tant qu'on ne l'a pas, on ne s'en rend pas compte. Dès que vous l'aurez, dès que vous aurez plusieurs data centers, aujourd'hui je sais qu'il y en a 3 à Vitib, c'est très bien, mais il faut qu'il y en ait plus, il faut qu'il y ait un marché, il faut qu'il y ait de la concurrence sur le data center. Et je vais rester dans les 10 minutes. Je pense qu'aujourd'hui il y a encore une place de leader à prendre dans la sous-région, parce qu'il n'y a clairement pas du tout de leader. On peut prendre même toute la côte de l'Ouest africain, et voire même le Nord, il n'y a pas franchement de leader dans la partie hébergement. Je pense qu'il y a des pays qui ont plus de chances que d'autres, parce qu'il y a un bon développement, enfin bon niveau de développement économique, des arrivées de fibres, un bon enseignement, etc. Je pense que vous pouvez encore prendre la place. Il ne faut pas tarder parce que ça va vite avancer. Nous, on est consultés, on voyage beaucoup en Afrique, il y a beaucoup de pays qui bougent en ce moment, parce que voilà, on est vraiment sur deux étages différents. Le data center, c'est, comme je vous le disais, sécurité, électricité, climatisation. Pour vous en souvenir, c'est SEC. Data center, c'est SEC. La partie cloud, la partie service, etc., qui viendra par-dessus, c'est vraiment après. Mais si vous n'avez pas la partie SEC, donc si vous êtes obligé d'envoyer vos données, de les récupérer de l'extérieur, oubliez tout concept de souveraineté. Il est important que les usagers, les entreprises, aient des ressources locales. Alors, on pourrait aussi dire que c'est important pour la latence, pour la vitesse d'aller-retour, pour le débit, mais il n'y a pas que ça. L'objectif quand même, c'est de créer de la valeur, c'est de créer de l'emploi, c'est de créer des entreprises grâce à Internet. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est pas vraiment le cas.
je suis là un petit peu pour vous titiller, mais il se passe déjà beaucoup de choses chez vous. Hein. Clairement, vous êtes un des pays leaders. Ok, ça c'est incontestable. Mais ça suffit pas. Hein. C'est-à-dire que si vous continuez comme ça, vous allez continuer à alimenter des structures en France et aux États-Unis. Et c'est un petit peu décevant. C'est dommage parce que vous avez beaucoup de choses pour faire que le pays émerge. Retenez juste de mon propos, le data center, c'est la brique, c'est le pavé sur lequel va s'appuyer tout le reste. Mettre seulement des tuyaux, ça suffit pas. Mettre des tuyaux, ça veut dire fuite de devises. Ça veut dire je vais pouvoir consommer à l'étranger. Et c'est justement pas l'objectif. Donc des initiatives comme celle qui a été présentée juste avant, c'est très bien parce que ça permet d'ancrer sur un territoire. Alors après, on peut dire qu'il faut peut-être pas tout mettre au même endroit, etc. Enfin, il vaut mieux un endroit que pas d'endroit du tout. Et ça va vous permettre de développer toutes les strates qui viendront au-dessus. Hein, parce qu'une web agency qui met tous ses services chez OVH, c'est très bien pour moi et c'est très mal pour vous. Merci. Je voudrais réagir sur la première question et sur le fait que ces histoires de climat, on se dit oui, en Afrique on peut pas parce qu'on n'a pas d'électricité, parce qu'il fait chaud, parce qu'il y a du sable et de la poussière. Ça, c'est de la poudre aux yeux que vous vous jetez tout seul. Hein. Vous vous jetez du sable en l'air et c'est pas du tout une excuse parce qu'aujourd'hui il y a toutes les technologies pour parer, lutter, se défendre contre ces problèmes-là qui sont pas des problèmes insurmontables du tout. Je voulais évoquer également un petit peu dans votre intervention, il y avait une idée. Le marché du data center et de l'IT, c'est l'offre qui crée la demande. C'est pas la demande qui crée l'offre. C'est-à-dire qu'on dit la demande est trop faible. Oui, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'offre. Vous voyez, les entreprises agricoles, 60% n'ont aucun besoin. Oui, c'est parce qu'il n'y a pas d'offre. Le jour où il y a une offre, les entreprises agricoles auront des besoins. Donc vous n'auriez pas idée de demander de faire Abidjan-Paris en 6 heures s'il n'y avait pas d'avion. Vous ne le demanderiez pas. À partir du moment où il y a des avions, avant vous le faisiez en bateau, enfin nous aussi vous le faisiez en bateau, à partir du moment où il y a des avions, vous voulez le faire en 6 heures. Mais d'abord, il faut qu'il y ait des avions. Donc, des avions, ça veut dire des avions, des pistes, des commandants, des contrôles aériens, etc. Donc c'est bien l'offre qui crée la demande, c'est pas la demande qui crée l'offre. Et tout à l'heure, il y a aussi une idée qui a été évoquée, c'était sur le fait d'essayer de garder les emplois, garder les ingénieurs qu'on a formés au pays pour éviter qu'ils partent tous à l'étranger. Ce qui fait encore une sorte de fuite de devises, hein, parce que vous avez investi et c'est un autre pays qui va en profiter, merci. C'est pas très correct, mais bon, c'est comme ça. Au niveau également de la fuite des données et du contrôle des données, il y a des pays, et vous l'avez évoqué, il y a des pays d'Afrique qui l'ont fait, hein, les banques et les assurances ont maintenant l'obligation dans un certain nombre de pays d'héberger localement. Et c'est une obligation stricte. Vous ne le faites pas, vous perdez instantanément votre licence de banque. Évidemment, il faudrait que ça soit régulé au niveau régional, enfin sous-régional pour vous. Donc plusieurs pays qui font une loi ensemble qui est édictée, boum, elle tombe et elle s'applique pour tout le monde de manière identique. Et encore une fois, l'acteur qui ne veut pas est mis carrément hors jeu puisqu'il perd sa licence soit de banque, soit d'assurance. Sur la partie GRDP, les nouvelles règles qu'on a en Europe, moi je ne peux pas trop parler parce que je ne connais pas, mais on assiste aujourd'hui dans le monde à certains grands pays, typiquement la Russie, qui n'est pas toujours un modèle, mais pour ça, je trouve que ce qu'ils ont fait, c'est pas si mal que ça. Ils ont imposé que les données des citoyens, j'ai bien dit des citoyens, pas des entreprises, les données des citoyens russes sont hébergées en Russie. Point, barre. Après, on discute. Vous voulez pas ? Les données des citoyens russes sont hébergées en Russie. Et c'est comme ça. Waouh ! Alors quand vous avez un modèle cloud réparti avec des données partout dans le monde, non. Les données des citoyens russes sont hébergées en Russie. Ou alors, il n'y a plus de service pour les Russes. Et c'est ce qui se passe. Et comme en général, c'est des entreprises étrangères qui vendaient du service en Russie, et du coup, c'est une entreprise russe qui va gagner maintenant de l'argent. Bon. Alors, c'est un petit peu, on va dire à la russe. C'est là, ils ont coupé, ils ont taillé sévèrement. Mais bon, pour se défendre, c'est peut-être pas un mauvais modèle. Et au moins, on sait où sont les données. Alors qu'aujourd'hui, le cloud américain, on peut leur donner les rênes aussi du pays, c'est pareil. Ils savent tout. Alors je connaissais pas l'histoire du troisième pont, mais j'ai compris de quoi il s'agissait.
Alors c'est clair, les coûts des hébergements, comme vous l'évoquiez, chez OVH, c'est devenu dérisoire parce que là, ils ont une telle massification, voilà, d'une économie d'échelle qui est phénoménale. Ils vont utiliser leurs serveurs à peu près sur 3 ou 4, peut-être 5 cycles de vie. Au début, c'est des serveurs premium, puis ça devient des serveurs médium, puis quasiment après, ils réussissent à les replacer chez des espèces de sous-traitants internes qui vont faire des offres encore plus low cost. Et on peut, oui, en Europe, avoir un site web, voire une VM avec quelques gigas de RAM pour 2 ou 3 euros par mois, et puis voilà, et puis c'est facile. Et la bande passante, aujourd'hui, je ne vais pas vous donner les prix de... On parle plus en mégas, on parle en gigas. Parce que même en gigas, on parle en centimes d'euros presque. Ça devient tellement dérisoire, c'est... Mais bon, vous pouvez dire, nous, la Côte d'Ivoire, on a décidé de regarder passer le train, hein. Et vous avez aussi le droit de dire, on a envie de monter dans le train. Donc à un moment, en effet, il faut qu'il y ait un réveil. Et oui, il faudra qu'il y ait des investisseurs qui se mobilisent. Et c'est pas facile parce qu'un banquier, lui, il croit que tout est dans le cloud, hein. Alors, il faut lui montrer les nuages et lui demander où il est le serveur. Mais et donc à un moment, il faut le ramener à des choses terrestres. Et avec les data centers, on a cette chance, c'est que le data center, on peut le toucher. La fibre optique, elle est dans le sol, donc on peut pas la toucher. Donc à un moment, il faut qu'il y ait un déclic. Et il faudra peut-être qu'il y ait deux ou trois data centers qui se lancent, excusez-moi, en même temps, qui soient concurrents, qui ait de la guéguerre, et ça sera très bien. Et les trois gagneront à la fin. Les trois, il y en a un qui se revendra, un autre qui rachètera et le deuxième qui rachètera le troisième. Et ça sera très bien. Et c'est comme ça que ça s'est passé partout. Moi, je viens de Lyon, hein. À Lyon, il y a presque 10 ans, on a fait un constat, il n'y avait pas assez de data centers. Aujourd'hui, il y en a trop. Il y a plein d'investisseurs qui se sont lancés. Il y en a déjà un ou deux qui ont été revendus, qui ont fusionné, etc. Et ça marche. Le monde du data center, c'est un petit écosystème à lui tout seul. Donc ça va marcher. Il faut juste se lancer. Hein, voilà. Et donc pour en revenir au problème de coût, et ben oui, mais tant que vous n'aurez pas fait le premier pas, c'est clair que ça sera moins cher ailleurs. Alors après, hein, on peut se dire, bah, on met tout ailleurs. Mais après, il faut peut-être aussi penser à fermer des écoles d'ingénieurs, parce que si vos ingénieurs, ils n'ont plus de boulot ici, qu'ils sont tous obligés de partir à l'extérieur, c'est pas à vous de les former. Bon, mais là, on part dans une spirale qui n'est pas du tout vertueuse. Hein, le pays va partir comme ça. Hein, c'est pas un bon schéma.